L'intérêt général n'est-il que la somme des intérêts particuliers? Thèse. L'intérêt général, c'est de laisser chacun suivre ses buts égoïstes et la société s'organiser d'elle-même. Antithèse. Les intérêts particuliers sont divergents. L'intérêt général, c'est d'assurer l'unité harmonieuse de la société. Thèse. L'intérêt général n'est que la somme des intérêts particuliers. En effet, chaque individu, en poursuivant son intérêt personnel, contribue sans le savoir au bien de tous. Il n'y a pas de bien commun abstrait. L'intérêt général n'est que la résultante de tous les intérêts particuliers. Premier argument, il n'y a pas d'intérêt général. Pour les défenseurs du libéralisme, l'intérêt général, c'est simplement la résultante du libre jeu des intérêts particuliers. Si on laisse chacun poursuivre ses affaires, la société s'organisera d'elle-même et atteindra un équilibre spontané. En agissant de manière égoïste, chacun contribue à la bonne marche de l'ensemble. Deuxième argument, l'économie réconcilie égoïsme et bien commun. Adam Smith pense que l'intérêt général est garanti par une main invisible. Mécanisme de régulation automatique des rapports sociaux considérés comme des rapports économiques. Le marché se corrige de lui-même, par l'intervention appropriée des acteurs économiques, y compris de l'État. La main invisible, c'est simplement le bon sens. Troisième argument, le bien commun, c'est la liberté. Personne ne sait ce qu'est le bien commun, puisque chacun a du bien une définition différente. En revanche, l'intérêt de chacun est le même, être libre. En laissant chacun agir à sa guise, l'on satisfait tous les citoyens, puisque chacun recherche la liberté. En revanche, si l'on essaye d'imposer une conception du bonheur, on aboutira à un régime totalitaire. En bref, il n'y a pas de bien commun à tous, si ce n'est la liberté laissée à chacun de suivre son propre intérêt. L'intérêt général, c'est la satisfaction des intérêts particuliers. Antithèse, l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. En effet, la somme des intérêts particuliers n'est que le conflit. L'intérêt général est autre chose. Il implique que chacun renonce par civisme à une partie de ses intérêts personnels afin de pouvoir vivre en harmonie avec les autres. Premier argument, l'intérêt général, c'est la sécurité. Pour Hobbes, l'intérêt général s'oppose aux intérêts particuliers. Les intérêts particuliers poussent chaque individu à dominer les autres. Leur résultante est une guerre de tous contre tous, non une harmonie spontanée. De là, la nécessité d'un pouvoir fort qui fasse taire les égoïsmes et impose la sécurité et l'ordre en quoi réside l'intérêt général. Deuxième argument, la volonté générale exprime le bien. Pour Rousseau, le contrat social n'a pas pour but de concilier tous les intérêts égoïstes, ce qui serait impossible. La volonté générale n'est donc pas la somme des volontés individuelles, mais l'expression de la majorité des voix. Elle doit faire abstraction des passions de chacun, des intérêts contradictoires, de n'avoir en vue que le bien qui est dicté par la conscience. Troisième argument, l'égoïsme a des effets funestes. L'État est un moyen dont se sert l'égoïsme éclairé par la raison pour détourner les effets funestes qu'il produit et qui se retourneraient contre lui-même. Dans l'État, chacun poursuit le bien de tous, parce que chacun sait que son propre bien est enveloppé dans celui-là. Pour Schopenhauer, le bien de tous est un objectif de la raison, non de l'égoïsme débridé. En bref, l'intérêt général n'est pas simplement la somme des intérêts particuliers. Il est l'intérêt de la société dans son ensemble et peut ignorer certains intérêts particuliers. Synthèse. Il est incorrect de dire que l'intérêt général n'est que la somme des intérêts particuliers.
Les intérêts particuliers sont dictés par les passions égoïstes. Gagner le plus d'argent possible, étendre son pouvoir, etc. Ces désirs sont jusqu'à un certain point légitimes. On peut même admettre, avec les libéraux, que l'intérêt des individus les pousse aussi à être raisonnables, à négocier et à vivre en paix plutôt qu'à se battre entre eux pour satisfaire leurs intérêts. Toutefois, cette vision reste en quelque sorte déterministe. Elle fait en fin de compte des hommes des animaux soumis à leurs instincts, incapables d'avoir un comportement moral, c'est-à-dire d'agir selon des principes plus élevés que le simple instinct du gain, incapables donc de choisir librement ce qu'ils veulent et, en particulier, la société dans laquelle ils souhaitent vivre. L'intérêt général bien compris doit donc être le résultat d'un choix rationnel et humain, d'un projet politique librement élaboré qui s'impose sur le prétendu déterminisme économique. Note et commentaire. Déterminisme économique. Le libéralisme prétend défendre la liberté des individus. En fait, il les assujettit à un nouveau déterminisme, celui de la loi du profit. L'économie devient une autre nature dont l'homme ne peut se libérer. Citation. Il est sans doute conforme au devoir que le débitant n'aille pas surfaire le client inexpérimenté. Il établit au contraire un prix fixe, le même pour tout le monde. Si bien qu'un enfant achète chez lui à tout aussi bon compte que n'importe qui. On est donc loyalement servi. Mais ce n'est pas à beaucoup près suffisant pour qu'on en retire cette conviction que le marchand s'est ainsi conduit par devoir et par des principes de probité. Son intérêt l'exigeait. Emmanuel Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs.